devant cette problématique, il n'y a pas que les citoyens qui, parfois, ont du mal à disons, comprendre l'ensemble de la problématique. Je pense que beaucoup de partis politiques, eux-mêmes, sont devant la complexité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, se trouvent dépourvus d'idées. Moi, je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une crise des idées. Hein, il y a peu d'idées neuves et dans l'ensemble, le traumatisme que l'on vient de vivre n'a pas permis aux grands partis de gouvernement faire des propositions qui sortent de la gestion traditionnelle de la problématique. On a l'impression réellement, bon, dans l'ensemble de l'Europe, vous savez que ce qui s'est imposé, c'est la ligne allemande, hein, cette idée que eh bien, tous les États, en raison de la crise, doivent maintenant faire des économies. C'est le principe qui s'est imposé. Ce qui fait que donc doivent dégraisser l'État, hein, la politique d'austérité, hein, ce qu'on appelle, ce que certains commentateurs appellent voilà, des politiques austéritaires, hein, des politiques austéritaires. Et vous savez que les nouveaux traités européens imposent désormais aux États qui doivent l'inscrire dans la Constitution que le déficit de l'État ne peut pas dépasser 0,5%. Jusqu'à présent, c'était théoriquement 3%. Maintenant, c'est 0,5%. Donc les États ne vont plus avoir de marge, ni pour stimuler l'économie, ce que d'ailleurs ils n'ont pas fait. Donc pas de politique keynésienne possible. C'est-à-dire en Europe, par exemple, on ne peut pas faire la politique des États-Unis. Nous avons la même crise. C'est la même crise. La crise est universelle et là, c'est la même structure, c'est une crise des finances internationales. Mais le traitement de la crise est très différent. Les Américains le traitent par une injection de capitaux depuis 2008, massif dans l'économie, alors que les Européens le traitent par un retrait de capitaux massif, par des économies financières. Ce qui fait que, quel est l'objectif que l'on conduit en Europe, si on devait l'expliquer, c'est que, voilà, la zone euro, si vous voulez, l'euro ne peut pas être dévalué. Qu'aurait fait un pays, si l'euro n'avait pas existé, à l'occasion de cette crise, qu'aurait fait la Grèce? Ben, elle aurait dévalué, tout simplement. La valeur de la drachme c'était l'ancienne monnaie, la valeur de la drachme était tant, elle aurait divisé par 100 sa monnaie, et par conséquent les produits grecs seraient très bon marché, et on serait tous allés passer nos vacances en Grèce, hein, avec quelques francs suisses, on aurait vécu très bien, et les produits grecs, l'huile d'olive, tout ce que vous voudrez, on l'aurait importé beaucoup moins cher que n'importe quel autre. Donc l'économie grecque n'aurait pas vécu le drame social qu'il vient de vivre. Et ça, ce n'est pas possible. Ça l'aurait interdit. Ils peuvent le faire, mais pour le faire, il faut sortir de l'euro. Et s'ils sortent de l'euro, leurs dettes sont en euros. Donc même si vous dévaluez la drachme, vous devez la même chose. Donc vous n'êtes pas sorti d'affaire. Donc l'euro a fonctionné comme un piège pour les pays pauvres. Pourquoi? Parce que cette idée d'entrer dans l'euro, cette idée de l'euro, qui était une idée évidemment intéressante sur le plan politique, sur le plan monétaire, est une idée évidemment qui avait été critiquée par beaucoup d'économistes. Pour quelle raison? C'est que c'est une monnaie trop forte pour certains pays. Il est évident que des pays comme le Portugal, comme la Grèce, comme l'Espagne, voire l'Irlande, voire l'Italie, l'euro est une monnaie trop forte. Ils n'ont pas une économie à la hauteur de la force de cette monnaie. Alors tout va bien quand tout va bien, mais dès que ça commence à aller mal, évidemment l'euro se retourne comme un boomerang contre ces pays. Et donc ces pays se sont retrouvés prisonniers d'une monnaie forte, mais une monnaie forte qui conditionnait leur appartenance à l'Europe. Et même en pleine crise, vous avez vu que tous les sondages ont montré qu'au moins 70% des Grecs voulaient rester en Europe. Donc il n'y a pas eu une majorité voulant sortir de l'Europe.
Et donc, par conséquent, il y a eu, pour l'ensemble des partisans de l'euro fort, c'est-à-dire l'Allemagne et des alliés de l'Allemagne, c'est-à-dire l'Autriche, les Pays-Bas, la Finlande, mais les Pays-Bas s'en mordent les doigts maintenant, hein, parce qu'ils sont dans une situation difficile. Vous avez vu qu'ils liquident les services publics maintenant, hein. Ils appellent ça les services de solidarité. Hein. C'est ce qu'on appelait avant la charité. Hein. Donc, on voit bien que tous ces pays se sont trouvés dans une situation où la crise a servi, en fait, en Europe, la crise a servi à faire passer la politique néolibérale. Comme on ne peut pas dévaluer l'euro, qu'est-ce qu'on va dévaluer alors? Puisque les Grecs ne peuvent pas dévaluer l'euro, comment faire pour que l'huile d'olive grecque soit moins chère que l'huile d'olive chez la française? On dévalue le travail. On dévalue le travail. On dévalue le travail des hommes. Et on estime que la Grèce a été dévaluée de 40%. Le travail grec a été dévalué de 40%. Donc les gens ont vu leur salaire diminuer, leur pension diminuer en grec, en euros, je veux dire. Parce que même si l'euro est le même, en fait, il y a plusieurs euros. Chacun comprend très bien. Avec 1 euro, vous prenez le même euro et vous allez en Allemagne et vous achetez un service ou un objet. Eh bien, le service que vous achetez pour 1 euro est un tout petit service pour 1 euro en Allemagne. Et le service et l'objet que vous achetez pour 1 euro est un tout petit objet. Alors que si vous allez en Grèce, avec ce même euro, vous allez vous acheter un gros service et un gros objet. Donc l'euro vaut beaucoup plus en Grèce qu'il ne vaut en Allemagne, en étant la même monnaie. Donc par conséquent, il est clair que ce sont les gens qui ont vécu les conséquences de la crise. Et ça, évidemment, c'est une façon, en fait, vous savez, notre ami Naomi Klein a écrit un livre qui s'appelle Le capitalisme de choc, n'est-ce pas? Hein? Eh bien, le choc, c'est la crise. Et c'est à l'occasion de la crise que des politiques qui n'auraient pas pu être imposées. Vous savez, comme au début, je vous disais, le néolibéralisme s'est imposé au Chili parce qu'il y avait eu un coup d'État et qu'il y avait la terreur. Ben, ici, il y a la terreur de la crise. Et la terreur de la crise fait que les gens, finalement, ils préfèrent que leur salaire soit diminué plutôt que perdre leur travail. Et donc, à la faveur de la crise, on fait passer en Europe aujourd'hui un plan néolibéral brutal. Alors que nous disions tout à l'heure qu'en réalité, le néolibéralisme, il faudrait en sortir. Et je répète, la politique n'est pas la même. Aux États-Unis, on ne fait pas du tout ça. On fait une politique. Regardez, ils ont nationalisé General Motors, ils ont bien fait. Puisqu'aujourd'hui, General Motors redevient la première entreprise automobile du monde. Et elle est rentable. D'ailleurs, maintenant, il la privatise. D'ailleurs, comme on a dit, hein, c'est-à-dire étatisation des pertes, privatisation des profits. Il la privatise. Voilà. Comme chaque fois, l'État prend une banque qui est en faillite, assume les pertes, met la banque en profit, et quand elle est en profit, elle la cède au privé. Donc il est évident que cette politique-là, vous voyez, fait que les partis politiques ne peuvent pas expliquer ce que nous appelons ici, parce que ça voudrait dire, d'une part, que dans beaucoup de pays, si vous voulez, il n'y a plus des pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Irlande, qui sont des pays qui ont été aidés par l'Europe, ont perdu leur souveraineté économique. Ils ne sont pas souverains économiquement. Parce que toute politique budgétaire et économique, elle doit être approuvée par des envoyés de Bruxelles, qui sont en fait des envoyés de la Banque Centrale Européenne, qui sont en fait, bien entendu, envoyés par le gouvernement allemand. Moi, j'écris des articles pour expliquer comment les envoyés de la Banque Centrale Européenne, qui sont allemands, certains d'entre eux sont allemands, qui sont les chefs en Grèce, eh bien, ont des propos qui sont des propos absolument inacceptables, quasiment racistes, en disant un fonctionnaire allemand travaille comme 3 Grecs. Donc, par conséquent, il faut licencier 2 Grecs. Il faut en garder qu'un. Puisqu'un Allemand travaille 3 fois plus. Donc, vous avez 2 fois 2 fonctionnaires de trop. Hein, 2 sur 3 de trop.
Oui, non, parce qu'il y en a un qui va rester. Celui qui reste doit travailler comme un Allemand, hein, selon eux. Donc, par conséquent, il y a d'une part la perte de souveraineté, d'autre part, pour la Grèce, c'est quasiment un protectorat. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Grèce, d'ailleurs, quand Papandréou, Premier ministre social-démocrate, a été convoqué à Bruxelles et on lui a dit d'appliquer un plan qui était un plan néolibéral intégral, de privatisation de tout le pays, quasiment vente d'îles d'ailleurs, hein, demandez. Ils ont vendu le port du Pirée, que les Chinois ont acheté d'ailleurs. Ils ont vendu les chemins de fer, ils ont tout vendu. Enfin, ou du moins tout est en vente, tout n'a pas été encore acheté, mais tout est en vente. Hein, de réduire le nombre de fonctionnaires, donc de licencier des fonctionnaires, alors que les fonctionnaires en principe sont à vie, etc. Et quand Papandréou est revenu à Athènes, et il a dit au Parlement, parce que c'est un homme qui a été élu, donc il doit rendre des comptes au Parlement. Et quand il a dit, écoutez, je vais faire un référendum pour savoir si c'est possible, mais tout le monde, la Merkel, Sarkozy, qui était alors président, ont dit, mais c'est un irresponsable. Il veut faire un référendum, il veut consulter les gens, c'est un démocrate, c'est un fou. Et ils l'ont liquidé, vous vous souvenez? Ils ont mis un banquier à sa place. La même chose en Italie. Berlusconi est tout ce que nous savons, mais il avait été élu démocratiquement. Et là aussi, quand Berlusconi n'a pas accepté le plan de rigueur qu'on lui a imposé, ben on l'a mis Mario Monti, un banquier. Donc, ce que je veux dire, c'est que la crise, elle a provoqué, la question c'était les politiques, comment ils réagissent, mais la crise, elle a provoqué comment dirais-je, une perte de souveraineté démocratique des pays. Et aujourd'hui, si vous voulez diriger un pays en Europe, c'est beaucoup moins prendre des initiatives qu'obéir aux consignes qui viennent de Bruxelles. C'est ça, gouverner un pays en Europe. C'est gouverner en fonction des consignes qui arrivent de Bruxelles. Où ceux qui gouvernent et ceux qui commandent, c'est effectivement un logiciel de gouvernement néolibéral. Ça paraît rapide comme ça, mais vous pouvez le développer. Vous pouvez tranquillement le développer. Et donc, par conséquent, il y a beaucoup de limites, en réalité, à la souveraineté démocratique. Hein? Puisqu'on a vu, en fait, des coups d'État, au moins deux, en Grèce et en Italie. Des coups d'État constitutionnels, légaux, en quelque sorte. Hein? Et regardez, quand il y a eu les élections en Italie, toute la presse, et même un certain nombre d'entreprises allemandes faisaient de la publicité en Italie en nous disant que celui qui devait gagner en Italie, c'était Mario Monti, parce que c'était le meilleur. Et vous vous souvenez combien il a fait, Mario Monti? 6%. Et Mme Merkel donnait des entretiens de pages entières dans la presse italienne pour dire que Monti avait toutes les qualités pour diriger l'Italie. Mais où est passée la souveraineté populaire? Et nous ne parlons pas de révolutionnaires, personne. C'est-à-dire les opposants, actuellement d'ailleurs il y a un gouvernement constitué par des sociodémocrates et des berlusconiens en Italie. Mais non, c'était Mario Monti qui devait. Pourquoi? Parce que c'était un expert de la banque, un ancien de Goldman Sachs. Hein? Voilà, comme Draghi qui dirige maintenant la Banque centrale, qui est aussi un expert de Goldman Sachs, ainsi de suite. Alors parce que les banquiers, eux au moins, ils savent gouverner les pays. Voilà, c'est la thèse officielle. Parce que qu'est-ce que c'est un pays? Ben, c'est rien d'autre qu'une sorte d'entreprise. Ben, c'est la thèse néolibérale. Un pays, c'est une sorte d'entreprise. Une entreprise plus ou moins grande, mais c'est une entreprise. Et donc, quand on sait gouverner une entreprise, on sait gouverner un pays. Mais c'est pas vrai. Hein? Ben, la preuve, c'est que, évidemment, les gens élisent, et finalement n'élisent jamais ce qu'on croit.